Arrivée donc du chef de l'État du côté donc de Maroua. Bienvenue au 20h. Paul Biya est donc arrivé à Maroua, comme vous le voyez donc très bien. Ce cortège donc fort. Les premières images de ceux qui sont dans avec nous, mes amis, qu'est-ce qui s'est donc dit et tu remarques seulement la panique avec donc le régime donc de ce Biya. Alors, ok, c'est bon. Bon! Donc, que Biya. Alors, Biya, oh. Service de renseignement, ça veut dire que ce qu'on veut cacher à Paul Biya, on prend des gens comme ça pour sacrifier et cacher la vérité à Paul Biya. On n'arrête pas un patron de service de renseignement dans un pays sérieux. Qu'est-ce qu'un patron de service de renseignement fait en prison? Et dans tout ça, c'est un Nakonolinga. Dans tout ça, c'est le cousin de sa défunte épouse Jeanne-Irène Biya. Moi, je pense que nous les petits, on ne doit plus apporter notre soutien à Paul Biya. Je pense que détruire l'actuel homme d'affaires petit le plus prospère qui est à Mugubelinga pour une affaire qui n'a ni tête ni queue. Parce que quand le juge Sikati a voulu mettre sa science au service de l'enquête, c'est-à-dire qu'il regarde le dossier. Pour qu'un assassinat soit validé, il faut qu'on trouve le mobile. C'est ce que nous, on nous a appris quand on a étudié le droit. Tu n'organises pas l'assassinat de quelqu'un. Le meurtre, il y a une différence en droit. Je vous parle simplement parce que je vois, il y a les influenceuses ou les gens qui suivent les influenceuses sur ma page. En droit, il y a une différence entre le meurtre et l'assassinat. Le meurtre, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes un coup comme ça par hasard, il meurt. C'est ça qu'on appelle meurtre. Mais ce qui est arrivé à Martinez, ça s'appelle assassinat. Ça veut dire quoi? Le droit dit que dès lors que les gens se sont donné les moyens pour aller commettre dans le dossier de marché, c'est pour cela que vous avez vu que les dossiers de la CAN n'ont jamais bougé. Les gens ont détourné énormément de l'argent pour la construction des stades. Les gens ont détourné énormément de l'argent, mais ils avaient compris que si dans tous les dossiers, ils impliquaient Franck et Patrick Hers, même s'ils détournaient l'argent, ça n'allait partir nulle part. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, Paul Biya ne contrôle plus rien au Cameroun. Mais comme on dit toujours, il reste un vieux renard. Il lui reste toujours une dernière balle de shérif. Donc, Chantal Biya s'arrange à ce que certaines choses ne lui parviennent pas aux oreilles. Elle s'arrange avec tout l'entourage qu'elle a mis autour du président pour que certaines choses n'apparaissent pas aux oreilles du président. Je vais vous prendre une image. Le jour des élections de 2018, tout le monde a vu comment elle a menacé Mbondayolo. Elle a arraché un papier qu'une personne avait glissé en Mbondayolo. Et elle est passée devant Mbondayolo. Elle a arraché le papier entre les mains de Mbondayolo. Tout le monde a vu. Parce que elle ne voulait pas que certaines informations puissent arriver directement au président de la République sans passer par elle. Et donc je vous expliquais que aujourd'hui les deux fils de Chantal Biya sont au cœur de tous les marchés sensibles de l'État. Tous les marchés. Donc quand Martinez se retrouve avec les documents, des détournements énormes, des marchés fictifs à la présidence de la République, il y a les noms des enfants de Chantal Biya. Voilà où on décide qu'on doit éliminer Martinez. Donc quand vous réfléchissez, généralement qu'est-ce qu'ils font?
on vous jette un os, ça vous attire. Pourquoi Amougou Belinga aurait besoin de tuer Martinez? C'est ça que le juge Sikati, n'ayant pas trouvé le mobile, parce que tout juriste, toute personne qui a étudié le droit, va vous dire que lorsque on veut inculper quelqu'un en assassinat, on cherche d'abord le mobile. Amougou Belinga, son nom n'est pas... Il n'est pas seul. Il a fait quelques marchés. Mais il n'est pas le seul. Vu le niveau de vie de Amougou Belinga, Amougou Belinga n'a pas besoin de se salir les mains avec Martinez. Donc, pour quel mobile Amougou Belinga irait donner de l'argent aux agents de la DGRE pour qu'ils assassinent Martinez? Quand le juge cherche le mobile, il ne trouve pas le mobile. Le juge ne peut pas trouver le mobile. On dit que c'est des dossiers des marchés de la DSP. Est-ce que Amougou Belinga travaille à la DSP? Non. Est-ce que Amougou Belinga travaille à la présidence? Non. Le juge réfléchit. Oui, effectivement, Amougou Belinga a des relations avec des agents de la DGRE. Je vais vous dire, tous les journalistes du Cameroun, tous les patrons de presse au Cameroun communiquent avec la DGRE. Parce que les premiers agents des renseignements au Cameroun sont des journalistes. Donc, dire qu'un patron de presse, et je vais dire même que c'est l'un des plus grands patrons de presse au Cameroun, c'est Amougou Belinga. S'il a des relations avec des agents de renseignement, ce n'est que normal. Parce que si un patron de presse ne collabore pas avec l'État, on sait qu'il est un ennemi de l'État. Donc c'est normal que Amougou Belinga, patron de presse, fasse des notes au service de renseignement. Parce qu'il peut avoir une information qui peut être vitale pour la stabilité de l'État. Avant qu'il ne publie ça, il doit d'abord mettre ça dans le réseau du renseignement. Donc ce n'est que normal que Amougou Belinga ait des liens très étroits avec les services d'intelligence. Donc, quand on a dit cela, un juge normal doit chercher le mobile. Pourquoi Amougou Belinga veut tuer Martinez alors que son nom n'est pas dans les dossiers que Martinez tient? Je vais vous dire comment fonctionne un peu le régime de Biya. À l'époque, moi j'ai vu, je parle de ce que je sais. Lorsque Chantal Biya avait besoin d'argent, elle appelait le directeur général de la CIATV, professeur Mendozé. Elle lui dit, j'ai besoin de tel montant. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails. On prend les sacs d'argent, on va lui remettre. C'est comme ça, hein. On vous dira, tout le monde vous dira que c'est comme ça. Elle fait avec toutes les entreprises de l'État qu'elle a besoin de l'argent. Sauf que le régime s'est arrangé à avoir les dossiers sur toutes les personnalités qui travaillent pour ce régime. Donc lorsque vous êtes en disgrâce, on sait que si on envoie le Conseil supérieur de l'État dans vos services, puisque c'est toujours eux-mêmes qui se servent dans les caisses là. Parce que tu ne vas pas dire à Chantal Biya, décharge que tu as pris 50 millions, décharge que tu as pris 200 millions, tu ne vas pas lui demander ça. Quand elle demande l'argent, tu envoies seulement, on donne. Mais il y aura un problème de gestion. Si on envoie le consup chez toi, on va trouver qu'il y a des trous que tu ne peux pas toi-même justifier. Et donc c'est dans cette gabégie là que eux aussi, ils ont commencé à remarquer que donc on peut sortir l'argent des caisses de l'État comme ça, sans papier, sans justificatif, rien. Eux aussi, ils ont commencé à se servir au passage. Mais c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc maintenant, ça devient très compliqué avec toutes les procédures. Et comme les directeurs de ces grandes boîtes ont vu que ça amène en prison, ça devient difficile pour elle d'appeler par exemple l'actuel DG de la CATV que j'ai besoin d'argent, donne l'argent à tel. Donc même si Amougou Belinga est intervenu, c'est en tant que financier. On l'a appelé au téléphone parce qu'il était déjà très content d'être l'ami de tel, l'ami de tel. On l'a appelé que donne l'argent à tel. Il a donné l'argent, il ne savait pas à quoi c'est l'argent. Il a seulement donné. Il donne l'argent à tel. Il a donné l'argent. Mais Amougou Belinga n'a aucun intérêt à tuer Martinez. Parce que le dossier que Martinez avait entre ses mains ne concernait en rien Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est un homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, ça lui faisait plaisir d'avoir des relations au plus haut sommet de l'État. C'est tout. Donc, ma foi, je pense que Chantal Biya a causé trop de dégâts. Et il est temps qu'elle libère avec son mari le Cameroun. C'est mon avis. C'est mon avis. Donc, en matière d'alternance, je vous ai dit hier que le RDPC se prépare à représenter Paul Biya en 2025. Il aura 92 ans. Moi, c'est mon avis, hein. Un homme de 92 ans qui n'arrive plus à contrôler sa propre femme, à contrôler ses enfants, ne peut plus s'occuper de 30 millions de personnes. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales pour envoyer dignement notre papy national à la retraite. Je vous ai dit hier que en Europe, dès que Macron dit que il va mettre la retraite à 62 ans, tous les blancs sortent, ils vont casser toute la France. Parce qu'ils estiment que un être humain normal ne peut pas travailler après 62 ans. C'est ce qu'on appelle souvent ici la réforme des retraites. Les blancs disent que eux, ils veulent prendre la retraite à 60 ans. Macron leur dit non, travaillez encore 2 ans de plus. Dès que Macron dit ça, pendant 5 mois, les blancs vont casser toute la France. Parce que ils disent que toutes les études cliniques, psychologiques, prouvent que après 60 ans, un homme est diminué de 60 à 70%. Et ils réclament que les 30% de vitalité qui leur restent, ils doivent aussi profiter de la vie, de la vraie vie. Moi, je ne lis pas les commentaires maintenant. Ils veulent profiter de la vraie vie. Nous, on pense que le président travaille depuis 1962. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que le président travaille? Le président a commencé à travailler en 1962. Donc, ça fera 63 ans qu'il travaille. Nous pensons qu'il est temps de permettre au président, lui-même il a dit dans une interview, que si les Camerounais lui disent de prendre sa retraite,
il va prendre sa retraite. Donc, aider le président à prendre la retraite parce que le président de la République est devenu l'otage de Chantal et de son clan. Le Paul Biya est en otage à Etoudi. Permettez au président massivement d'aller à la retraite. De 1962, il était directeur de cabinet de Tekim Bomois. De 1962 en 2025, ça fait beaucoup. Je pense que Paul Biya ne peut pas sacrifier toute l'élite Beti et continuer à solliciter l'appui des Beti. Moi, quand je viens parler ici, c'est pour les Beti. Quand on décide de soutenir un régime, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'on a un intérêt à soutenir ce régime. Ce qui se passe actuellement est tout dit. Ou ce qui se passe depuis 30 ans est tout dit. N'a jamais été n'a rien apporté aux petits. C'est ce que je pense. Hein. Et ceux qui veulent me contredire peuvent aller faire leur direct et expliquer en quoi ou pourquoi nous les petits, nous devons continuer à voter pour Paul Biya. Moi je pense que le régime Biya a touché le dernier, a franchi le Rubicon. Moi je sais que des hommes comme, parfois on peut fermer les yeux sur certaines choses. Martinez Zogo était rien du tout au Cameroun. Sur certaines affaires, on peut choisir de fermer les yeux. Martinez Zogo a passé toute sa vie à insulter les gens. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu s'organiser pour tuer Martinez. Mais on ne prend pas, nulle part dans le monde, vous n'allez entendre que le patron, c'est comme si on vous dit aux États-Unis que le patron de la CIA est en prison parce qu'on a trouvé des éléments de la CIA qui ont abattu un délateur. Vous ne verrez ça nulle part dans le monde. Mettre le patron des services de renseignement en prison, c'est une faute. Parce que c'est des gens à qui on a donné le permis de tuer, même pour la sûreté de l'État. C'est-à-dire, il tue et il rend compte. Un patron des services de renseignement, il te tue d'abord et il rend compte. Ça ne part nulle part. Mais si on décide de sacrifier le patron des services de renseignement, ça veut dire que ce qu'on veut cacher à Paul Biya, on prend des gens comme ça pour sacrifier et cacher la vérité à Paul Biya. On n'arrête pas un patron des services de renseignement dans un pays sérieux. Qu'est-ce qu'un patron des services de renseignement fait en prison? Et dans tout ça, c'est un Nakonolinga. Dans tout ça, c'est le cousin de sa défunte épouse Jeanne-Irène Biya. Moi, je pense que nous les petits, on ne doit plus apporter notre soutien à Paul Biya. Je pense que détruire l'actuel homme d'affaires Beti le plus prospère qui est à Mugubelinga pour une affaire qui n'a ni tête ni queue. Parce que quand le juge Sikati a voulu mettre sa science au service de l'enquête, c'est-à-dire qu'il regarde le dossier. Pour qu'un assassinat soit validé, il faut qu'on trouve le mobile. C'est ce que nous, on nous a appris quand on a étudié le droit.
tu n'organises pas l'assassinat de quelqu'un. Le meurtre, il y a une différence en droit. Je vous parle simplement parce que je vois, il y a les influenceuses ou les gens qui suivent les influenceuses sur ma page. En droit, il y a une différence entre le meurtre et l'assassinat. Le meurtre, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes un coup comme ça par hasard, il meurt. C'est ça qu'on appelle meurtre. Mais ce qui est arrivé à Martinez, ça s'appelle assassinat. Ça veut dire quoi? Le droit dit que dès lors que les gens se sont donné les moyens pour aller commettre un meurtre, avant de l'avoir préparé, ils ont préparé et tout ça, c'est ça qu'on appelle assassinat. Maintenant, la justice, le droit demande que, mais pourquoi les gens peuvent s'asseoir, s'organiser et se donner des moyens pour aller tuer? Voilà où intervient l'obligation du mobile. Pour qu'on établisse l'assassinat, un juge doit trouver le mobile. Or, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire de Martinez n'ont aucun mobile. Danway, il ne fait pas les marchés. Danway n'a jamais émargé dans la ligne 94. Pourquoi Danway, directeur des opérations des services d'intelligence, va aller tuer Martinez? Quel est son intérêt? Un lieutenant-colonel qui a la confiance du chef de l'État, pourquoi il va mobiliser tous les services d'intelligence pour aller tuer Martinez? Nous-mêmes, on regarde, on dit que Danway n'a aucun motif pour tuer Martinez. Maintenant, on regarde aussi toutes les petites mains qui ont agi. Non, aucun. Ça veut dire que on n'a pas encore arrêté le commanditaire qui a donné l'ordre de tuer Martinez. Et tant qu'on n'aura pas trouvé la personne qui a le vrai mobile d'ordonner l'assassinat, cette affaire va tourner comme ça et on va malheureusement sacrifier des gens inutilement. Et parmi ces gens qu'on veut sacrifier, il y a des personnalités qui ont soutenu ce régime corps et âme et qui ne méritent pas une telle fin. C'est mon avis. C'est mon avis. Je pense que Émile Ekoeko, vu tout le dévouement qu'il a eu, un patron d'une DGRE a le droit de tuer. C'est son métier. Il est comme un militaire. Il te rencontre, il t'abat et il rend compte. Moi, je pense qu'il n'a rien à faire en prison. Je pense que Amougou Belinga n'a rien à faire en prison. Je pense que les agents de la DGRE n'ont rien à faire en prison. Ils ont rendu compte. Leur métier est assez sensible. On ne doit pas les exposer de la sorte. Parce qu'ils ont souvent tué des gens comme ça. Et on sait que c'est leur métier. Mais on ne doit pas les exposer pour Martinez. Donc, à mon avis, Amougou Belinga et Eko n'ont rien à voir en prison. Donc, en 2025, moi je crois que je ne vais pas revenir sur le plan des infrastructures. Je ne reviendrai pas sur le plan du développement de nos différentes régions pour nous, peuples petits. Je dis simplement que notre père, notre frère nous a trahis. Nous, on ne veut plus qu'il soit à la présidence. Nous, on ne veut plus qu'il soit à la présidence. Il n'a plus les moyens physiques et intellectuels de conduire l'État. Voilà mon seul problème. Qu'on paye des gens pour dire, allez dire ceci sur Marlène Mvoutou. C'est pas Marlène Mvoutou le problème.
C'est pas Marlène Mvutu le problème. Le problème, c'est que nous avons le plus vieux président du monde. Il ne peut plus rien donner intellectuellement. Allez voter même quelqu'un d'autre. Si Paul Biya s'obstine à être candidat, mes frères petits, même s'il faut voter pour un Bamileke, votons pour lui. Il y va de notre propre sécurité. Parce que si Paul Biya meurt au pouvoir, le désordre et les révoltes qui auront, c'est le peuple petit qui va perdre le plus de membres. Parce que vous avez été irresponsable. On ne laisse pas un homme de 92 ans conduire une voiture. Un homme de 92 ans, gérer un pays, c'est comme conduire une voiture. Même si c'est une voiture automatique, il ne peut plus conduire. Donc je vous assure que nous avons dit que nous allons maintenant conscientiser pour l'avenir de vos enfants. Mobilisez-vous, allez prendre les cartes. Parce que je vous assure que même cette affaire de bloquer les cartes d'identité des gens, c'est une stratégie politique. Si vous n'avez pas la carte d'identité, vous ne pouvez pas voter. Or, vous verrez que c'est majoritairement les jeunes qui n'ont pas les cartes d'identité. Tous les jeunes n'ont pas de carte d'identité. Sans carte d'identité, vous n'aurez pas de bulletin de vote, de carte de vote. Allez faire établir vos cartes. Allez vous inscrire massivement pour ceux qui ont des cartes pour voter. Donc, je vous invite ici, pas pour solliciter un vote pour moi, non. Je ne suis pas une femme politique. Je n'occupe aucun poste politique. Je n'aspire à occuper aucun poste politique, pas pour le moment. Mais chacun a le droit en tant que citoyen de solliciter, d'être prêt pour son pays. Nous avons dit que en 2025, Paul Biya doit quitter la présidence avec son influenceuse. Donc, les jeunes filles camerounaises qui viennent s'agiter sur ma page, moi j'ai déjà fait ma vie, vous savez, dans le bon ou dans le mauvais sens, ma vie elle est faite. À 42 ans, le projet de sa vie doit déjà être réalisé. Je pense, moi, à mon sens, j'ai réalisé le projet de ma vie. J'ai voulu être quelqu'un de très connu. Aujourd'hui, je suis référencé sur Wikipédia. Si aujourd'hui je décède, ça va être annoncé dans toutes les radios du Cameroun, dans toutes les presses du Cameroun, à la chaîne de télévision nationale, parce que j'ai travaillé là-bas et parce que je suis quelqu'un de connu. J'ai trouvé des situations à mes enfants. Je leur ai donné ce que moi je n'ai pas eu, la nationalité française. Je leur ai donné l'opportunité de vivre dans un pays qui garantit un avenir. Ici en France, si tu es parti à l'école, tu fais une formation, tu vas trouver un travail. Même si c'est pour laver les chiens, la France oblige qu'on te paye un salaire minimum qui te permette de vivre. Moi, j'ai donné cette possibilité à mes enfants. Et moi, je pense que ce serait injuste de votre part
de ne pas penser à vos enfants. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de venir vivre en Europe. Pensez à vos enfants. Lorsque vous voyez quelqu'un, lui-même sur ses propres enfants, il n'a pas réussi. Cette personne ne mérite pas de vous diriger. De la même manière que vous venez dire que je ne suis pas crédible parce que j'ai mis une image de déco en disant que c'est ma maison. C'est ce que Paul Biya vous fait. Paul Biya vous fait croire que tout marche bien au Cameroun. Vous voyez sa femme. Maintenant, elle fait des snaps, elle danse, elle vous nargue pour vous dire que tout va bien au Cameroun. Si vous condamnez les fausses images, vous devez condamner la gestion de Biya. Parce que le Cameroun actuellement, c'est un grand mirage. Rien ne va. Allez dans les quartiers. Allez dans les villages pour voir comment les Camerounais souffrent. Allez voir. Et avec la souffrance des Camerounais, Chantal Biya, puisqu'elle me suit, elle est sur ma page. Quand je fais le direct, je finis de l'insulter. Elle fait la vidéo où elle danse pour vous narguer. Elle vous nargue. Je vous ai dit que bientôt, dès que son mari va mourir, elle va créer sa page Facebook. Veuve joyeuse. Pourquoi on parle de Chantal Biya? Parce que je vous dis que tellement Paul Biya ne veut pas. Il a prononcé une phrase qui a glacé plus d'un esprit et figé bien des regards. Une phrase qui, dans toute république sérieuse, aurait provoqué un séisme politique immédiat. Je suis en contact avec Chris Anu, c'est un grand ami, nous nous parlons. Voilà les mots exacts. Pas un lapsus, pas une phrase détournée, pas une rumeur amplifiée par les réseaux. Une déclaration publique, assumée, prononcée sans trembler. Et ces mots résonnent aujourd'hui comme un coup de tonnerre au-dessus d'un pays encore meurtri par les plaies ouvertes du terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Car Chris Anu n'est pas un nom anodin. C'est celui d'un homme que les services de sécurité et les familles camerounaises connaissent trop bien. Frère du tristement célèbre Field Marshal, il est l'un des idéologues de la terreur ambazonienne, ce mouvement séparatiste responsable de kidnapping, de mutilation et de destruction dans les régions anglophones du pays. L'entendre cité, avec familiarité et amitié, par un candidat à la présidence de la République, a provoqué un choc profond. Comme si, en plein jour, on voyait un prétendant au trône serrer la main de ceux qui ont brûlé le palais. Ce geste verbal, d'apparence banale, n'est pas qu'une maladresse de campagne. Il dit quelque chose de plus grave. La banalisation du crime, l'effacement des repères moraux et la confusion volontaire entre réconciliation et compromission. Quand la politique se transforme en théâtre d'ambiguïté, la morale publique s'effondre. Et au Cameroun, où chaque mot d'un responsable peut raviver des blessures encore à vif, cette phrase a pris des allures d'insulte nationale. Mais avant de plonger dans cette affaire qui en dit long sur les dérives de notre vie publique, prenons une seconde pour respirer. Parce que ce dossier, mesdames et messieurs, a plus de rebondissements qu'un taxi sur la route de Bonaberry. Si vous aimez les enquêtes où le mot « responsabilité » n'est pas qu'une décoration de discours, soutenez ce travail. Abonnez-vous, cliquez sur « J'aime » et activez la cloche. Cela aide à décortiquer, chaque semaine, l'actualité comme un plat de ndolé bien relevé, avec sérieux, mais toujours une pincée d'humour lucide. Car ce soir, une question plane. Comment un homme qui aspire à diriger la nation peut-il revendiquer son amitié avec celui qui a pris les armes contre elle? C'est cette contradiction, à la fois politique et morale, que nous allons explorer ensemble, pas à pas. Parce qu'au Cameroun, certaines phrases ne passent pas. Et celle-ci pourrait bien marquer un tournant dans la campagne présidentielle à venir. Pour comprendre la portée de ce qui s'est passé à Bamenda, il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans le nord-ouest du Cameroun, une région qui, depuis 8 ans, vit au rythme des coups de feu, des deuils et d'un exil silencieux. Ici, la politique n'est pas un sujet de salon. Elle se vit dans la peur, parfois dans la fuite. Les habitants ont appris à distinguer, au son, la différence entre une rafale militaire et un tir de représailles des groupes armés. C'est dans ce climat tendu qu'un meeting électoral d'Issa Chiroma Bakary a eu lieu, un samedi de campagne, censé parler d'avenir et d'unité. Mais au lieu de rassembler, il a ravivé des blessures. Ce jour-là, la scène se déroule sur une place publique bordée de bâtiments marqués par les impacts du conflit.
Les pancartes électorales se mêlent au regard méfiant, les slogans à la poussière. Chiroma arrive, sûr de lui, micro en main, fidèle à son style direct. Devant les caméras locales, il veut prouver qu'il comprend la souffrance du peuple anglophone. Mais ces mots, loin de soigner les plaies, vont rouvrir celles qu'on croyait refermées. Le public, d'abord attentif, ne s'attendait pas à entendre ce nom, Chris Anu. Dans cette région, il évoque tout sauf la paix. C'est une ombre, une cicatrice vivante. Les familles connaissent ses appels à la désobéissance, ses menaces contre les enseignants, ses discours incendiaires depuis l'étranger. Entendre un candidat à la présidence l'appeler « grand ami », c'était comme si un médecin, en pleine salle d'opération, décidait de serrer la main du virus qu'il prétend combattre. Certains témoins ont parlé d'un silence pesant, d'un moment suspendu. D'autres ont cru à une mauvaise blague. Mais Chiroma n'a pas corrigé ses mots. Pas de retrait, pas de nuance, pas même un « je voulais dire autre chose ». L'homme, connu pour son art de la rhétorique, semblait cette fois parler sans détour. Et cette clarté-là a provoqué le trouble. Sur le plan politique, Bamenda n'a pas été choisi au hasard. C'est une ville symbolique, foyer du mouvement ambazonien, carrefour de la révolte et de la résistance. S'y présenter, pour un candidat du Nord, était déjà un acte fort, presque une provocation. Mais y déclarer son amitié pour l'un des cerveaux de la rébellion, c'était franchir une frontière invisible, celle de la décence républicaine. L'enjeu, ici, dépasse la communication de campagne. Il touche à la confiance, au respect, à la mémoire collective. Comment un peuple peut-il confier son destin à un homme qui dit entretenir des liens avec ceux qui ont endeuillé la nation? Cette question, désormais, ne relève plus de l'émotion, mais de la morale publique. Car il y a des paroles qui engagent, des amitiés qui condamnent, et des aveux qui, même prononcés sous un soleil de meeting, pèsent comme des verdicts. Et ce n'était que le début. Car derrière cette phrase, il y a un calcul, une stratégie, une vision du pouvoir où l'amitié devient un outil politique. Et c'est là que les choses commencent vraiment à se compliquer. Ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas seulement la phrase, mais ce qu'elle sous-entend. En déclarant être en contact avec Chris Anu, Issa Chiroma Bakary ne se contente pas d'exprimer une opinion ou une curiosité diplomatique. Il reconnaît implicitement un lien de proximité avec l'un des hommes les plus controversés de la crise anglophone, une figure accusée d'avoir semé la terreur dans les villages, les écoles et les commissariats du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour beaucoup, cette amitié déclarée n'a rien d'innocent. Elle résonne comme une alliance morale, voire idéologique. Car Chris Anu n'est pas un interlocuteur neutre, ni un acteur humanitaire œuvrant pour la paix. C'est un propagandiste assumé du mouvement séparatiste qui, depuis les États-Unis, appelle ouvertement à la scission du Cameroun. Ses discours, souvent diffusés sur les réseaux, ont galvanisé des groupes armés, encouragé des exécutions sommaires et justifié des crimes que la mémoire nationale peine encore à regarder en face. Dès lors, quand un homme politique de premier plan se dit son ami, le malaise s'installe. C'est comme si le rideau de la morale s'était déchiré. Dans une république encore en convalescence après des années de violence, une telle proximité jette le doute sur les convictions profondes du candidat. S'agit-il d'une maladresse de langage, d'une provocation, ou d'un signal envoyé à certains électorats? Le mystère reste entier, mais la gravité, elle, ne fait aucun doute. Car au Cameroun, les mots ne sont jamais neutres. Ils ont le poids de l'histoire, surtout quand ils sortent de la bouche d'un ancien ministre de la Communication, habitué au micro et aux formules calculées. Issa Chiroma sait parler. Il sait doser, choisir, calibrer ses phrases pour faire réagir. Alors quand il déclare, sans trembler, son amitié pour un chef séparatiste, difficile d'y voir un simple dérapage. Cette scène, racontée par plusieurs témoins présents au meeting, a d'ailleurs été captée sur téléphone. Et ces images, selon des sources locales, circulent déjà dans plusieurs groupes de discussion. On y voit un homme sûr de lui, presque fier de sa déclaration, convaincu que la provocation peut se transformer en atout politique. Certains analystes estiment qu'il cherche à se présenter comme un médiateur entre Yaoundé et la diaspora anglophone, un pont entre la République et ses ennemis. Mais dans les faits, ce pont ressemble davantage à une passerelle fragile, construite au-dessus d'un gouffre moral. Ce qui choque, ce n'est donc pas seulement le mot « ami », mais tout ce qu'il efface derrière lui. La souffrance des familles, le deuil des enseignants assassinés, la peur des écoliers enlevés. Ce simple mot efface 8 années de drame. Il transforme une tragédie nationale en banalité de campagne. Et c'est précisément cette légèreté qui fait basculer le débat du politique vers le moral. Car la question n'est plus seulement « qui veut devenir président ?», mais plutôt « qui mérite de parler au nom de la République ?» Et la suite de cette affaire va montrer que, derrière cette phrase,
se cache un jeu politique beaucoup plus calculé qu'il n'y paraît. À partir de là, l'affaire a pris une tournure inattendue. Les réactions n'ont pas tardé. Dans les milieux politiques de Yaoundé, la déclaration d'Issa Chiroma a provoqué un véritable tremblement de terre. Plusieurs responsables, y compris au sein de la majorité présidentielle, auraient exprimé leur indignation en privé. Certains médias locaux, comme Mutation ou L'Œil du Sahel, ont relayé la scène, s'interrogeant ouvertement. Comment un ancien ministre d'État, membre de plusieurs gouvernements successifs, peut-il se revendiquer ami d'un idéologue séparatiste dont la parole alimentait la guerre la plus douloureuse de ces dernières années? Face à la montée des critiques, Chiroma, fidèle à lui-même, n'a pas battu en retraite. Il aurait déclaré, selon des extraits rapportés sur les réseaux sociaux, qu'il ne voyait aucun mal à dialoguer avec tous les fils du Cameroun, quels qu'ils soient. Une manière de retourner l'accusation en plaidoyer pour la réconciliation nationale. Mais cette justification, pour beaucoup, sonne comme une manœuvre rhétorique. Car entre dialoguer pour la paix et s'afficher ami d'un terroriste, il y a un gouffre que la politique ne peut pas combler. La contradiction devient donc flagrante. D'un côté, un discours de réconciliation affiché. De l'autre, une attitude qui brouille les repères et banalise le mal. En voulant se présenter comme le candidat du pardon, Issa Chiroma semble ignorer que certaines blessures ne se pensent pas avec des accolades symboliques. On ne réconcilie pas une nation en tendant la main à celui qui a décapité ses enfants. Et c'est là que la tension morale devient insoutenable. Car, pour beaucoup, cette posture cache une stratégie électorale bien plus cynique. Séduire l'électorat anglophone en jouant la carte de la compassion ambiguë, tout en espérant paraître audacieux face au pouvoir central. En somme, transformer la douleur collective en tremplin politique. Un jeu dangereux, à la limite de la provocation. Plusieurs analystes, cités dans les émissions de radio locales, ont rappelé qu'Issa Chiroma n'en est pas à sa première sortie controversée. L'homme a toujours eu le goût du paradoxe, la passion du contre-courant. Mais cette fois, la ligne franchie n'est plus simplement politique, elle est morale, presque existentielle. Car dans une république, la morale n'est pas une option. Elle est la condition de la légitimité. Le plus surprenant, c'est le silence de certains. Ni démenti formel, ni condamnation officielle immédiate. Comme si le système, habitué au scandale, avait choisi de regarder ailleurs. Ce silence, plus assourdissant que 1000 discours, donne l'impression que la parole publique n'a plus de garde-fou. Et dans cette brèche s'engouffrent tous les dangers, la confusion, la désensibilisation, le relativisme. Au fond, cette scène à Bamenda résume une époque. Celle où l'indignation devient sélective, où les mots perdent leur poids, où la morale se négocie selon la stratégie du moment. Mais la suite de cette histoire, elle, risque d'être moins abstraite. Car à force de banaliser la faute, on finit toujours par réveiller la justice, qu'elle soit politique, médiatique ou populaire. Et certains, à Kondangui, en savent déjà quelque chose. Si l'on gratte un peu sous la surface, on découvre que cette déclaration n'est pas une simple erreur de communication. Elle s'inscrit dans un climat politique plus large, où les frontières entre morale et stratégie s'effacent lentement. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, les candidats rivalisent de symboles, de promesses et de gestes spectaculaires pour se démarquer. Dans ce tumulte, Issa Chiroma semble avoir choisi la provocation comme arme. Mais à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Le Cameroun, rappelons-le, sort à peine d'une décennie marquée par les tensions armées dans le nord-ouest et le sud-ouest. 8 années de guerre larvée, de routes coupées, d'écoles brûlées, d'enseignants exécutés pour avoir osé instruire. Des familles entières ont été déplacées, des villages rayés de la carte. Dans ce contexte, la moindre parole publique sur la crise anglophone est un acte politique à haut risque. Elle peut apaiser comme elle peut rallumer les flammes. Et les mots de Chiroma, prononcés à Bamenda, ont été perçus comme une gifle par des milliers de victimes qui espéraient enfin un peu de reconnaissance. D'après plusieurs observateurs, cette sortie aurait également inquiété les cercles proches du pouvoir. Car, selon la presse locale, le président Paul Biya n'aurait guère apprécié qu'un ancien allié politique se compromette dans un discours pouvant être interprété comme une légitimation du séparatisme. Des rumeurs persistantes évoquent même l'ouverture d'une enquête discrète pour déterminer si cette proximité entre Chiroma et certains membres de la diaspora séparatiste cache autre chose qu'une simple amitié. Si cela devait se confirmer, les implications juridiques seraient graves. Au Cameroun, tout soutien, même moral, à un groupe classé terroriste est passible de lourdes sanctions. Sur le plan moral, la fracture est tout aussi profonde. Les associations de victimes, notamment celles regroupant les familles d'enseignants et de militaires tués, auraient exprimé leur indignation. Pour elles, la parole d'un candidat à la magistrature suprême ne peut pas flirter avec la complaisance envers les bourreaux de la République. Un ancien prisonnier de Bamenda aurait résumé la situation ainsi.
On ne peut pas pleurer nos morts le matin et applaudir leurs assassins le soir. Sur le plan diplomatique, certains partenaires étrangers observent cette affaire avec inquiétude. Le Cameroun, longtemps perçu comme un îlot de stabilité dans la sous-région, donne désormais l'image d'un pays où les discours de campagne flirtent avec l'indicible. Une source diplomatique européenne, citée par Afrique Intelligence, aurait même confié « Si les candidats commencent à banaliser le dialogue avec les chefs de guerre, alors la frontière entre démocratie et chaos deviendra floue. » Mais le plus inquiétant reste la perception populaire. Dans les quartiers, les débats s'enflamment. Certains défendent la franchise du candidat, d'autres crient à la trahison. Le pays, déjà fragmenté, se divise un peu plus autour d'une phrase. Une seule phrase, prononcée dans une ville meurtrie, mais qui pourrait bien peser lourd dans la mémoire nationale. Et à mesure que la tension monte, un mot revient dans les discussions, Kondangui. Parce qu'au Cameroun, toute provocation finit par rencontrer la réalité des barreaux. Et l'histoire récente montre que ceux qui ont voulu jouer les équilibristes entre la République et ses ennemis ont souvent terminé là-bas, entre réflexion et remords. Au terme de cette affaire, une chose s'impose. Les mots ont un poids, et parfois, ils pèsent plus lourd que les actes. En déclarant publiquement son amitié pour Chris Anu, Issa Chiroma Bakary n'a pas seulement déclenché une polémique médiatique, il a ouvert une brèche morale dans le champ politique camerounais. Ce qui n'était, aux yeux de certains, qu'une phrase lancée à la légère, est devenu le symbole d'une époque où la parole publique s'émancipe de toute responsabilité. Dans un pays où chaque mot prononcé peut rallumer une douleur, ce genre de légèreté n'est pas anodin. La scène de Bamanda restera dans les mémoires. Non pas comme un simple épisode de campagne, mais comme le moment où un candidat à la présidence a semblé confondre réconciliation et compromission. Derrière le sourire et les discours de rassemblement, une inquiétante ambiguïté s'est installée. Peut-on vraiment défendre la République tout en exprimant de la sympathie pour ceux qui l'ont attaquée ? Peut-on invoquer la paix en oubliant la justice ? Peut-on tendre la main sans voir qu'elle se tache du sang des innocents ? La question dépasse le cas de Chiroma. Elle touche à la crédibilité de toute une classe politique, souvent accusée de jouer sur plusieurs tableaux, de parler d'unité tout en flattant les extrêmes. Si l'amitié devient un instrument politique, si la morale devient optionnelle, alors plus rien ne distingue la conviction de la duplicité. Et c'est précisément ce brouillard moral qui menace de plus en plus la vie publique camerounaise. Car derrière cette phrase de Bamanda, il y a aussi un avertissement implicite du pouvoir central. Selon certaines sources relayées par la presse locale, Paul Biya lui-même aurait demandé que lumière soit faite sur les relations de Chiroma avec certains milieux séparatistes. Une manière à peine voilée de rappeler que, même à la veille d'une élection, certaines lignes ne se franchissent pas. Et dans un pays où la justice politique peut être aussi rapide qu'implacable, l'ombre de Kondangui plane déjà sur cette affaire. Non pas comme une menace fantôme, mais comme une possibilité concrète, presque logique. Dans les quartiers populaires de Yaoundé, comme dans les collines du Nord-Ouest, les discussions se multiplient. Certains dénoncent la trahison, d'autres y voient un signe de courage ou une tentative de médiation. Mais au fond, tout le monde s'accorde sur une chose. Cette phrase restera. Elle poursuivra son auteur comme un écho dans le couloir du temps, rappelant que dans la mémoire des peuples, les mots qui trahissent la douleur collective ne s'effacent jamais. Sur le plan politique, l'affaire aura sans doute des conséquences durables. Les adversaires de Chiroma s'en serviront comme d'une arme de campagne. Les institutions, elles, observeront son comportement à la loupe. Et le peuple, silencieux mais attentif, retiendra que derrière la rhétorique de la réconciliation,